SLAM, le missile supersonique à basse altitude, était un projet américain de la fin des années 1950 pour un missile de croisière intercontinental à propulsion nucléaire. Le projet prévoyait un engin capable de voler à Mach 3 à environ 1000 pieds, soit 300 mètres d'altitude, transportant entre 14 et 26 ogives thermonucléaires. Sa propulsion venait d'un statoréacteur nucléaire non blindé qui aspirait l'air, le chauffait dans un cœur de réacteur à fission, puis l'expulsait sous forme de gaz d'échappement très radioactif. Les ingénieurs de Livermore surnommèrent la structure le pied de biche volant, à cause de sa forme robuste. Le programme complet portait le nom de Projet Pluton, et il a reçu de vrais financements, de vrais contrats, ainsi que de véritables essais au sol dans le désert du Nevada. En 1964, l'équipe avait fait fonctionner un réacteur grandeur nature à plus de 500 MW de puissance thermique pendant près de 5 minutes. Le profil de mission était simple. SLAM décollerait du sol américain avec un propulseur à propergol solide, activerait son réacteur au-dessus de l'océan, puis volerait pendant des heures, voire des jours, en attendant des ordres. Sur ordre, il passerait sous la couverture radar et traverserait le territoire ennemi à Mach 3 larguant des bombes à hydrogène sur plusieurs villes. Une fois les ogives du véhicule larguées, le missile lui-même restait une arme. Son onde de choc à basse altitude pouvait briser des vitres et perforer des tympans, et sa traînée d'échappement répandait des produits de fission sur le sol en dessous. L'armée de l'air et la Commission de l'énergie atomique ont annulé le projet Pluton le 1er juillet 1964, quelques semaines après le test de réacteur le plus réussi. Environ 260 millions de dollars avaient été dépensés en 7 ans et demi. Aucun missile complet n'a jamais été assemblé. Heureusement, aucun essai en vol n'a été tenté. La question clé est de comprendre comment des ingénieurs aussi sérieux ont pu être si près de le construire et pourquoi ils ont stoppé. Ainsi, après 1945, les États-Unis ont investi de l'argent dans toutes les utilisations plausibles de l'énergie atomique, y compris la propulsion des avions. Le district de Manhattan a lancé une étude appelée Projet NEPA, abréviation de Nuclear Energy for the Propulsion of Aircraft, en 1946. L'US Air Force et la Commission de l'énergie atomique ont ensuite intégré leurs recherches au programme de propulsion nucléaire des avions pour créer un bombardier pouvant voler plusieurs jours avec une seule charge de combustible. Le bombardier s'est heurté à un problème de poids du blindage et aux limites d'exposition aux radiations pour l'équipage. Cependant, les ingénieurs ont continué à entretenir l'intérêt fondamental du projet. Un réacteur offrirait une source de chaleur quasi infinie pour le vol. Les progrès soviétiques ont aussi accéléré les recherches. Le premier essai de bombe H soviétique eut lieu en août 1953. Au milieu des années 1950, les stratèges américains pensaient que Moscou développait des missiles solaires pour abattre des bombardiers à haute altitude comme le B-52. Les renseignements avaient prévenu de l'arrivée d'un ICBM soviétique, confirmé par le lancement du R-7 en août 1957. La dissuasion américaine nécessitait un moyen d'atteindre les villes soviétiques malgré le renforcement des défenses ennemies. En octobre 1956, l'US Air Force a demandé un missile de croisière stratégique à propulsion nucléaire capable de voler rapidement à basse altitude et sur une longue distance pour éviter les radars. La Commission de l'énergie atomique a accepté de développer le réacteur de propulsion, et le 1er janvier 1957, ce projet commun a été nommé Projet Pluton. Le laboratoire de radiation, Lawrence à Livermore, Californie, a reçu les travaux sur le réacteur. Fondé en 1952, le laboratoire de Livermore était le deuxième laboratoire d'armement, créé notamment pour concurrencer Los Alamos au Nouveau-Mexique. Los Alamos était déjà chargé du programme de fusée nucléaire dans le cadre du projet Rover, développant des réacteurs à cœur solide pour les étages supérieurs spatiaux. Pluto a offert à Livermore son propre programme phare de réacteurs, destiné au vol atmosphérique plutôt qu'au vol dans le vide. Theodor Charles Merkel, physicien ayant conçu des armes à Livermore, a dirigé la division Pluto. Merkel, dans la trentaine avancée, était audacieux techniquement et prêt à défendre le programme devant des responsables sceptiques du Pentagone et de la Commission de l'énergie atomique. Il a proposé un statoréacteur à cycle ouvert, laissant l'air extérieur traverser le cœur du réacteur, acceptant des gaz d'échappement radioactifs pour une poussée à Mach 3. Le climat politique le soutenait. Le président Eisenhower avait déjà approuvé d'importants budgets pour les avions nucléaires. Le Strategic Air Command cherchait des alternatives si ces bombardiers étaient antimobilisés, tandis que le Atom Pacific apparaissait dans les débats sur l'artillerie nucléaire et les mines de démolition atomique. Le fait qu'un réacteur laisse des produits de fission en vol relevait de l'ingénierie, pas d'une raison d'annuler le contrat. Ce que SLAM était censé faire. Donc sur le papier, SLAM était un cylindre lourd, sans ailes, d'environ 26 à 27 mètres de long et environ 1,5 mètre de diamètre. Il pesait près de 28 000 kg avec une section avant dense servant de réservoir, une grande prise d'air ventrale et de courtes ailettes en forme de trident à l'arrière.
La cellule n'avait pas de surface portante propre, utilisant la vitesse et la portance du fuselage au lieu d'elle. Le lancement s'effectuait depuis le sol américain avec des propulseurs à poudre à l'arrière. Les propulseurs accéléraient SLAM jusqu'à environ Mach 3 avant de se détacher. À cette vitesse, la pression d'entrée suffisait pour la combustion. Le réacteur prenait alors le relais et le statoréacteur générait sa poussée. Le plan de vol prévoyait une montée à haute altitude au-dessus du Pacifique, où les contrôleurs mettaient le réacteur à pleine puissance. SLAM pouvait alors voler en croisière à environ 35 000 pieds pendant des heures ou des jours, en maintenant un schéma en circuit d'attente pendant que l'autorité nationale de commandement décidait ou non de l'envoyer et de mettre fin au monde. La portée dépassait 100 000 km à puissance de croisière, offrant au commandant un temps d'attente en vol exceptionnellement long pour une arme de la guerre froide. Sur ordre d'attaque, SLAM descendait à environ 300 mètres et remontait à Mach 3 ou plus pour la phase d'assaut. À cette altitude et vitesse, le radar soviétique des années 50 aurait eu du mal à le suivre, et les intercepteurs de l'époque n'auraient pas pu l'attraper. Le guidage utilisait une plateforme de navigation inertielle pour la traversée océanique, complétée par un système de corrélation du relief pour la phase à basse altitude. Turcom comparait les relevés de l'altimètre radar aux cartes du sol, permettant aux missiles de se faufiler dans les vallées et de suivre des couloirs précis. L'électronique devait être durcie contre les radiations, car la base de guidage était proche d'un réacteur non blindé, générant des centaines de mégawatts de chaleur. Les ogives étaient transportées dans des soutes internes dans la partie supérieure du fuselage. À mesure que SLAM passait au-dessus de chaque cible assignée, une bombe thermonucléaire était éjectée vers le haut par une charge de gaz et projetée sur une trajectoire balistique vers une ville distincte. Les plans prévoyaient T-14 à 26 ogives par missile, permettant à un engin d'atteindre de nombreuses cibles à travers l'intérieur de l'Union soviétique. Les dégâts causés par SLAM ne se limitaient pas aux bombes. À 300 mètres d'altitude et à Mach 3, son onde de choc pouvait, comme mentionné en introduction, briser vitres, tympans et même effondrer des structures fragiles sur son passage. Le réacteur à cycle ouvert aspirait l'air extérieur à travers les éléments combustibles et le rejetait par la tuyère, dispersant produits de fission et poussière contaminés sur tout son trajet. Après les atomes pour la paix, après que la dernière ogive ait disparu, SLAM avait encore des heures de combustible dans son cœur. Les planificateurs de mission voulaient faire survoler le missile vide plusieurs villes soviétiques, les exposant à ces gaz avant d'écraser le réacteur chaud sur une cible finale dans une frappe cinétique radiologique. Le réacteur lui-même, brisé à l'impact, disperserait plusieurs dizaines de kilogrammes de combustible irradiés sur le site de l'épave. Brillant. Le statoréacteur nucléaire. Donc un statoréacteur n'a ni compresseur ni turbine mobile. La vitesse vers l'avant force l'air à travers une prise d'air profilée, le comprime, le chauffe dans une chambre de combustion, puis le propulse hors de la tuyère à une vitesse supérieure. Le véhicule doit déjà aller vite avant que le moteur produise une poussée utile, d'où l'utilisation de propulseurs à propergol solide par SLAM pour atteindre Mach 3 avant l'activation de sa propulsion. Dans un statoréacteur classique, la chaleur vient de la combustion de kérosène ou d'un carburant similaire dans l'air. Plutôt à remplacer cette flamme par un réacteur à fission placé directement dans le conduit. L'air entré par l'admission était ralenti, comprimé contre l'entrée, puis traversait des milliers de canaux étroits dans un cœur de réacteur chaud. L'air absorbait la chaleur des éléments combustibles, se dilatait rapidement et sortait par la tuyère en produisant la poussée. Le réacteur n'était jamais en contact avec un circuit de refroidissement. L'atmosphère servait de liquide de refroidissement, de fluide de travail et de gaz d'échappement. Livermore a construit une série de réacteurs d'essai appelés TORI. TORI 2A, premier prototype fonctionnel, était une unité à échelle réduite servant à prouver le concept de base. TORI 2C, le réacteur de taille réelle au poids de vol, était conçu pour environ 600 MW de puissance thermique et a produit environ 513 MW lors de son essai en 1964. La chaleur devait être produite par un cœur assez petit pour tenir dans un missile de 1,5 m de diamètre. Pour gagner du poids, le réacteur n'avait pas de blindage lourd contre les rayons gamma ou les neutrons. Un cœur blindé était trop lourd pour un statoréacteur, alors plutôt à opter pour un réacteur ouvert, reportant le problème de radiation sur la cellule et le compartiment de guidage. Le combustible était en céramique, pas en métal. Les ingénieurs avaient besoin d'un matériau capable de conserver sa forme à plus de 1250 degrés Celsius, tout en étant bombardé de neutrons et en subissant les assauts de l'air supersonique sur ses surfaces. Ils ont opté pour de petits blocs hexagonaux d'oxyde de beryllium, chargés de dioxyde d'uranium comme matériau fissile. Chaque bloc comportait une rangée de trous ronds percés, et les blocs étaient empilés pour former un nid d'abeilles, d'environ 1,5 m de large et un peu plus de 1,6 m de long, avec environ 27 000 canaux d'air traversaient le bloc de l'avant vers l'arrière. La fabrication de ces blocs était l'un des problèmes industriels majeurs du programme.
L'oxyde de beryllium est toxique, difficile à usiner et difficile à cuire à des dimensions constantes, et Pluton exigeait des milliers de pièces aux tolérances strictes. Livermore a passé un contrat avec la société Cour Porcelain à Golden, dans le Colorado, connue pour sa vaisselle en céramique et la brasserie voisine. Cour produisait les éléments combustibles en série, ce qui a fortement développé sa division céramique haute température. Maintenir le cœur assemblé était aussi une tâche spécifique. L'expansion thermique à pleine puissance était suffisamment importante pour que l'empilement doive être conçu avec des espaces et des tiges de liaison soigneusement calculés, afin que les blocs puissent se dilater et se contracter sans se fissurer entre eux. Les pièces métalliques proches du cœur devaient résister aux neutrons sans se fragiliser, et les actionneurs des ailettes de contrôle utilisaient l'air comprimé, car les huiles hydrauliques se décomposaient sous les radiations. La physique sous-jacente était simple: chauffer l'air, l'expulser rapidement, obtenir de la poussée. ABC, transformer cela en matériel imposait de garder un cœur à fission de 500 MW intact des heures durant, avec un flux d'air à Mach 3 traversant des milliers de canaux à plus de 1200 degrés, sans refroidissement ni bouclier protecteur. Un bloc de combustible déformé ou fissuré pouvait boucher un canal d'air, élever la température et provoquer une chaîne de défaillance dans le cœur. Si vous créez du contenu ou si vous avez déjà essayé de monter une vidéo, alors vous savez déjà combien de séquences et de matériel il faut pour réaliser quelque chose de bien. L'outil que j'utilise et qui m'aide à mieux raconter des histoires est le sponsor de cette vidéo, Storyblocks. Grâce à une bibliothèque de plus de 7 millions de ressources de haute qualité créées par des humains, Storyblocks me permet de trouver facilement ce qu'il me faut et de garder l'ensemble du processus simple et rapide. Des séquences vidéo à la musique en passant par les effets sonores et même les modèles After Effects, vous pouvez littéralement réaliser une vidéo entière uniquement avec le contenu que vous trouvez sur Storyblocks. Donc, au lieu de passer d'une plateforme à l'autre, je peux rester concentré sur l'histoire et terminer la vidéo beaucoup plus rapidement. Ils proposent également des outils d'IA pour simplifier la production. Leur voix off IA, propulsée par Eleven Labs, génère une narration naturelle. Et si vous avez besoin de visuels personnalisés, leur montage vidéo IA, propulsé par Runway, vous aide à créer du contenu soigné plus rapidement, tout en gardant un contrôle total sur votre processus créatif. En plus, vous avez accès à des milliers de modèles directement dans des programmes populaires comme Premiere et After Effects, là où la plupart des créateurs font déjà leur montage et leurs effets visuels. Cela vous fait gagner des heures. Storyblocks vous donne accès à une immense bibliothèque de ressources, et avec un seul abonnement, vous pouvez télécharger du contenu en illimité. C'est une option incroyablement économique. Pour raconter de meilleures histoires, cliquez sur le lien dans la description ou scannez le QR code. Vous pouvez bénéficier de 15% de réduction sur n'importe quel abonnement annuel pendant une durée limitée. Alors profitez-en dès maintenant. Et maintenant, revenons à la vidéo. Le pied de biche volant. Le réacteur n'était qu'une partie de ce véhicule. Pluton avait besoin d'une cellule pouvant résister à un vol à Mach 3 à 300 mètres d'altitude pendant des heures, sans se disloquer ni perdre la forme de son entrée d'air. Chance Vought, qui est devenu Link-Temco Vought en 1961, a remporté le contrat de la cellule cette même année. La société Marquardt a pris en charge les entrées d'air du statoréacteur et l'intégration du conduit de propulsion autour du réacteur Tory. Les deux entreprises connaissaient le supersonique grâce à leurs travaux sur missiles et moteurs, mais n'avaient jamais construit d'appareil pouvant tenir à 3 fois la vitesse du son à 300 mètres d'altitude. À cette altitude et vitesse, la pression sur les bords d'attaque dépassait plusieurs centaines de pascals. La température de surface due au frottement de l'air atteignait 540 degrés Celsius au nez et au bord d'entrée. Une seule goutte de pluie frappant la cellule à Mach 3 transportait assez d'énergie pour creuser l'acier trempé, et un grêlon pouvait traverser sans difficulté un panneau en aluminium. Le surnom « pied de biche volant » résumait la réponse structurelle. Le slam avait une structure cylindrique dense et lourde, avec une peau épaisse, un renfort interne autour du réacteur et un fuselage avant compact absorbant les chocs sans altérer son aérodynamisme. L'entrée d'air ventrale alimentait le réacteur par le dessous, tandis que 3 courtes dérives à l'arrière assuraient ainsi le contrôle sans la fragilité de longues ailes. La baie de guidage, située à l'avant du réacteur et séparée par une cloison, restait exposée au rayonnement d'un cœur non blindé produisant plus de 500 MW de chaleur. L'électronique des années 1950 aurait cessé de fonctionner en quelques minutes sous ce flux. Les ingénieurs du projet Pluton ont collaboré avec des fournisseurs pour créer des transistors et diodes résistants aux radiations, grâce à du silicium dopé et des boîtiers capables de supporter neutrons et rayons gamma. Les composants mécaniques étaient aussi concernés.
Les gyroscopes à billes classiques utilisaient des lubrifiants sensibles aux radiations, donc la plateforme inertielle employait des gyroscopes à coussin d'air, où les rotors flottaient sur un mince film de gaz sous pression plutôt que dans l'huile. Les ailettes de contrôle du réacteur étaient actionnées par des vérins pneumatiques à azote comprimé, car un fluide hydraulique aurait été décomposé par les neutrons en quelques heures. Le câblage entre la baie de guidage et les commandes du réacteur était isolé de façon inorganique, car le caoutchouc et les plastiques devenaient en cassant près du cœur. Même les adhésifs structurels à l'avant du fuselage ont été choisis pour leur tolérance aux radiations. L'équipe de Livermore a résumé ce travail en 2 formules restées dans les mémoires. Pluto était techniquement irrésistible, selon l'expression que Robert Oppenheimer avait employée pour la bombe à hydrogène, pour désigner un problème d'une telle élégance que les ingénieurs ne pouvaient y résister. L'équipe a repris l'expression de Los Alamos « chatouiller la queue du dragon », qui désignait initialement des expériences pratiques de criticité avec du matériau fissile. Le groupe de Merkel l'utilisait pour décrire la réalité quotidienne, consistant à concevoir autour d'un réacteur à nu, appelé à survoler des zones habitées. Jackass Flat prouve que l'impossible est possible. Les réacteurs Tory ne pouvaient être ni testés en vol, ni utilisés dans une cellule d'essai moteur ordinaire. Un réacteur à cycle ouvert de 500 MW aspirant l'air brut à travers son cœur nécessitait un test reproduisant les conditions de flux d'air de Mach 3 en gardant les gaz d'échappement radioactifs confinés pour permettre aux équipes de partir sans être gravement irradiées. Le site choisi était Jackass Flats, une portion de l'Area 401 à l'intérieur du site d'essai du Nevada. C'est à environ 145 km au nord-ouest de Las Vegas. Los Alamos prévoyait ces réacteurs de fusée nucléaire du projet Rover dans des installations voisines et l'infrastructure pour manipuler des cœurs chauds était déjà présente à proximité. Livermore a construit son propre complexe à proximité, appelé Site 401, comprenant une aire d'essai, un bunker de contrôle enterré à 3 km et un bâtiment permettant de démonter le réacteur à distance après chaque essai. L'alimentation du réacteur nécessitait un apport d'air sans commune mesure avec ce qui se fait lors des essais de moteurs classiques. Les ingénieurs ont installé environ 40 km de tubes de forage pétrolier comme réservoir de stockage à haute pression, remplis d'air comprimé, puis ont fait passer cet air dans des réchauffeurs à galets d'acier à environ 730 degrés Celsius avant d'atteindre le cœur. Ce serait un sacré four à air, non ? Le système pouvait fournir une vitesse Mach 3 au niveau du réacteur pendant plusieurs minutes à chaque essai. Tory 2A a fonctionné pour la première fois le 14 mai 1961 à faible puissance. Les mois suivants, l'équipe a atteint la température de conception et l'a brièvement maintenue, confirmant que les éléments combustibles en oxyde de beryllium résistaient au flux de neutrons et d'air supersonique sans fissure. Le réacteur était une unité à échelle partielle destinée à valider la conception de base plutôt qu'à propulser un missile. Tory 2C était le cœur de taille réelle et de poids de vol. Le 20 mai 1964 sous l'observation, depuis le bunker de Glenn Seaborg, de responsable de l'US Air Force et de la Commission de l'énergie atomique, l'équipe a porté le réacteur à pleine puissance durant 5 minutes. Les instruments ont enregistré environ 513 MW thermiques et environ 35 000 à 38 000 livres de poussée à la sortie de la tuyère. L'air a traversé ces 27 000 canaux à plus de 1200 degrés Celsius et le cœur était resté intact. Le désert près de la plateforme a tremblé sous un grondement sourd audible à des kilomètres. Après l'essai, le réacteur a été ramené à son hangar de démontage sur un wagon télécommandé, surnommé Jenny. On apprend chaque jour. L'inspection a révélé que les éléments combustibles avaient gardé leur dimension dans les tolérances. Ce soir-là, Ted Merkel et son équipe ont parcouru 30 km jusqu'à Mercury, ville de soutien au sud du site d'essai, et se sont retrouvés au bar. L'histoire, répétée plus tard par les vétérans de Pluto, raconte que Merkel et plusieurs ingénieurs ont lutté pour faire passer un piano droit par la porte afin qu'un des physiciens puisse en jouer. Les verres se sont enchaînés tard dans la nuit, et Merkel aurait passé une partie de la soirée à dessiner des trajectoires de test en vol sur des serviettes de bar. Putain, l'essai Tory 2C a tranché la question technique centrale du projet Pluto. Un statoréacteur nucléaire pouvait être construit, alimenté et fonctionner à pleine puissance dans une cellule d'avion. Les questions les plus difficiles qui attendaient au Pentagone et à l'AEC ne concernaient non plus le fonctionnement du réacteur. Les questions auxquelles personne ne pouvait répondre. Désormais, le premier problème, après Tory 2C, était de savoir où faire voler un missile complet. Le SLAM était irrécupérable, son réacteur devenant hautement radioactif après un vol, et la cellule devait s'écraser sur sa cible en fin de mission. L'exemplaire d'essai, sans ogive, dispersait malgré tout des produits de fission le long de sa trajectoire de vol.
Les ingénieurs de Livermore ont imaginé un essai avec un missile volant en cercle autour d'un point d'ancrage par un long câble. Mais les contraintes de câble et de force ont vite rendu cela impossible. Un engin volant à Mach 3 tirant un câble assez long pour offrir un espace aérien déchirerait tout matériau de câble au premier essai. La proposition suivante a déplacé l'essai au-dessus du Pacifique. Les planificateurs ont prévu des couloirs de vol à l'ouest d'Hawaï, vers l'île Wake, où le SLAM pourrait tourner au-dessus de l'océan pendant des heures. À la fin du vol, les contrôleurs immergeraient le réacteur dans l'océan, faisant sombrer le cœur encore chaud à 6000 mètres de profondeur. Les océanographes craignent une contamination durable des zones de pêche. Sérieusement, la Commission de l'énergie atomique ne savait pas comment qualifier ce rejet, et la traînée d'échappement était aussi une arme politique. Toute mission opérationnelle effectuée depuis les États-Unis continentaux vers l'Union soviétique traversait l'espace aérien allié ou neutre en cours de route. Un SLAM volant à 300 mètres au-dessus de l'Europe de l'Ouest ou de l'Arctique générerait des bangs supersoniques capables de briser des vitres, tandis que son réacteur ouvert disperserait des produits de fission. Les gouvernements de l'OTAN ne voulaient pas être irradiés par une arme américaine en transit. De toute façon, le monde allait finir. En 1963 et 1964, l'argument stratégique en faveur du SLAM s'affaiblissait. Les missiles balistiques intercontinentaux Atlas et Titan étaient opérationnels. Les silos Minuteman se remplissaient dans le nord et la marine patrouillait avec des sous-marins Polaris équipés de missiles balistiques. Ces systèmes pouvaient envoyer une ogive sur Moscou en 30 minutes après l'ordre, sans survoler de pays tiers ni laisser de traînées radioactives. SLAM, en comparaison, mettait des heures à atteindre ses cibles après l'activation du réacteur. Au Pentagone et à la Commission de l'énergie atomique, on le jugeait lent, bas et sale, jouant sur l'acronyme SLAM. Les planificateurs du commandement stratégique aérien considéraient SLAM comme inutile, car ses cibles étaient déjà visées par des systèmes plus rapides et plus propres. Le bureau de Robert McNamara au département de la Défense avait imposé l'analyse coût-efficacité à tous les programmes, ce qui désavantageait plutôt. Les coûts étaient aussi défavorables au programme. Environ 260 millions de dollars avaient été investis dans Pluto à la Mi-1964 principalement pour le réacteur et le complexe d'essai du site 401, les coûts unitaires prévus. Environ 40 à 50 millions de dollars, bien que ce chiffre soit contesté, en dollars de 1964, ce qui se comparait défavorablement au minimum d'environ 3 millions de dollars par missile minimum. L'environnement diplomatique avait également changé. Le traité d'interdiction partielle des essais nucléaires, signé en août 1963, interdit les essais d'armes nucléaires dans l'atmosphère, sous l'eau et dans l'espace, et est entré en vigueur en octobre 1963. Le traité n'interdisait pas SLAM, car ce missile n'était pas juridiquement un article d'essai nucléaire. Mais il a marqué un tournant contre le rejet délibéré de produits de fission dans l'atmosphère, rendant plus difficile de défendre politiquement devant le Congrès et les Alliés un programme d'essai en vol basé sur un réacteur rejetant des gaz chauds au-dessus du Pacifique. Le 1er juillet 1964, l'armée de l'air et la Commission de l'énergie atomique ont annulé ensemble le projet Pluton. Le programme dura 7 ans et demi et coûta environ 260 millions de dollars. 6 semaines plus tôt, Tori 2C avait fonctionné à pleine puissance pendant près de 5 minutes à Jackass Flats, le résultat technique le plus impressionnant du programme. Mais aucun SLAM complet n'a été assemblé. Aucun essai en vol n'a jamais eu lieu. Ted Merkel a réuni l'équipe Pluto de Livermore pour ce qu'ils ont appelé la scène peu après l'annonce de l'annulation. Il a fait fabriquer des pins en forme de SLAM avec le corps du missile et ses ailerons en trident en argent et les a distribués aux ingénieurs qui avaient mené le programme. Il a aussi offert des bouteilles de Pluto Water, une eau minérale vendue en pharmacie depuis la fin du XIXe siècle, comme blague d'adieu au programme. Plusieurs des pins se trouvent dans des collections privées et à la Fondation du patrimoine atomique. Merkel lui-même est décédé en 1966, à l'âge de seulement 41 ans, moins de 2 ans après l'annulation. D'autres ingénieurs seniors de Pluto ont rejoint la conception d'armes à Livermore ou travaillé sur l'électronique spatiale résistante aux radiations. Les essais Tori 2A et Tori 2C sur le site 401 restent à ce jour les seules fois où un statoréacteur nucléaire a été exploité à pleine puissance de conception dans l'histoire. L'héritage technique de Pluto a dépassé le missile. Les transistors durcis contre les radiations, conçus pour la baie de guidage, ont servi à l'électronique des satellites dans les années 60. Les recherches sur les combustibles en oxyde de beryllium et dioxyde d'uranium chez Coors Porcelain ont orienté la division céramique haute température vers les composants de réacteurs et isolateurs aérospatiaux. La technique de suivi du relief, perfectionnée pour le vol à basse altitude du SLAM, a été utilisée dans le guidage du missile Tomahawk, entré en service dans les années 80.
La Russie a dévoilé le 9 M7-130 Boresnik, surnommé Skyfall par l'OTAN. En mars 2018, Vladimir Poutine l'a présenté comme un missile de croisière nucléaire à portée quasi illimitée. Un accident près de Nyonoksa en août 2019 a tué 5 employés de Rosatom et provoqué une brève hausse de radioactivité le long de la mer Blanche. Le principe de propulsion de base de ce missile est le même que celui que Livermore a démontré à Jackass Flats en 1964. La plupart des armes Corps ont échoué à cause de problèmes techniques ou budgétaires avant leur fabrication. Mais Pluto a connu l'inverse. Tori 2C a fonctionné à 513 MW et a tenu le coup. L'élément combustible en céramique a survécu à un flux d'air à Mach 3 et les travaux de durcissement contre les radiations avançaient comme prévu. En prouvant cela, un missile de 28 000 kg pouvait, en théorie, voler d'un continent à l'autre avec un réacteur non blindé, en dispersant sous lui des produits de fission et en larguant des bombes à hydrogène sur les villes. En cours de route, l'équipe de Pluton a obligé le Pentagone à regarder en face ce qu'un tel engin ferait réellement en vol. Le réacteur, il fonctionne, et c'était bien ça le problème. Merci d'avoir regardé.